Début février 2026, quelque chose a changé, profondément. Dans le monde de l'intelligence artificielle, la course à la puissance a brutalement cédé sa place à une toute nouvelle obsession, l'action. On va voir ensemble comment l'ère des agents autonomes vient de s'ouvrir, là, sous nos yeux. Alors, que s'est-il passé exactement? C'est la question que tout le monde se pose. En l'espace de quelques jours, les géants de la tech ont complètement changé de stratégie. Tout ce qui comptait avant, la taille des modèles, tout ça, c'est devenu presque secondaire. Mais alors, qu'est-ce qui a provoqué ce séisme? En fait, c'est aussi simple que ça. Les règles du jeu ont changé. Et ce n'est pas une petite évolution, non, c'est une vraie révolution. La course à la puissance brute, au modèle toujours plus gigantesque, vient de prendre un virage à 180 degrés. Pendant des années, l'objectif, c'était de créer des cerveaux numériques, des modèles de plus en plus gros, capables de tout comprendre, ou presque. Sauf qu'un cerveau, aussi brillant soit-il, s'il ne peut rien faire de ses 10 doigts, eh bien ça reste une curiosité de laboratoire. Et c'est là que tout bascule. Et voilà le point crucial, le vrai changement. La nouvelle frontière, ce n'est plus l'intelligence abstraite, c'est l'action concrète. On ne demande plus à l'IA de seulement penser, on lui demande de faire, et surtout de le faire toute seule. On entre donc dans le premier acte de cette nouvelle pièce, une nouvelle course à l'IA. Mais cette fois, l'objectif n'est plus d'avoir le plus gros modèle, mais bien d'avoir l'agent le plus malin, le plus efficace. Et au cœur de toute cette transformation, il y a un mot qui est sur toutes les lèvres, l'agent. Mais qu'est-ce que c'est au juste un agent? Et comment est-ce que ça transforme l'IA en une véritable force de travail autonome? Alors, un agent IA, pour faire simple, c'est un système qui ne se contente plus de répondre à une question. Non, il observe son environnement, il analyse, il décide de ce qu'il faut faire, et il le fait. C'est un peu comme un assistant, un collègue ou un employé, mais entièrement numérique. Pour bien comprendre, il suffit de regarder la nouvelle stratégie d'OpenAI. Fini le gros modèle unique qui essaye de tout faire, maintenant ils ont une véritable famille de spécialistes. GPT-5, c'est la fondation pour construire des agents, le 5.2, c'est l'expert du raisonnement complexe, et le nouveau Codex, c'est carrément un agent codeur super rapide. On n'a plus un couteau suisse, mais toute une boîte à outils de pro. Et bien sûr, les concurrents ne sont pas en reste. Anthropic lance des agents pour le travail de bureau. OpenAI propose Frontier, une sorte de chef d'orchestre pour tous les agents d'une entreprise. Et même Mistral s'y met, en créant des IA plus petites pour qu'elles puissent agir directement sur nos téléphones ou nos ordinateurs. La tendance est limpide. On va vers des armées d'agents spécialisés absolument partout. Mais attention, pour que tous ces agents puissent travailler, il leur faut une énergie folle, une puissance de calcul colossale. Alors il est temps d'aller jeter un œil dans la salle des machines parce que ce qui s'y passe ressemble à une véritable ruée vers l'or, numérique bien sûr. 10 milliards de dollars. Ce chiffre est juste vertigineux. Ce n'est pas le budget d'un petit pays, non, c'est le coût d'un seul contrat. Et ce contrat ne porte que sur une seule chose, de la puissance de calcul brute. Ce contrat monumental, il a été signé entre OpenAI et une entreprise nommée Cerebras. L'objectif est double. D'abord, sécuriser une quantité astronomique de puissance de calcul, rien que pour eux. Et ensuite, point crucial, ne plus être aussi dépendant de NVIDIA. En gros, c'est comme construire sa propre centrale électrique pour alimenter des millions d'agents. Et on voit tout l'écosystème qui se réorganise autour de ça. OpenAI s'allie à Cerebras pour la puissance, à Snowflake pour les données. Pendant ce temps, Apple et Google, des concurrents historiques, signent un accord pour que l'IA de Google tourne au cœur de Siri. Toutes ces nouvelles alliances n'ont qu'un seul but, mettre des agents en action partout. D'accord, on a la puissance, on a les agents. Mais la vraie question c'est, concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Il est temps de passer aux applications tangibles et de voir comment cette IA sort enfin du monde abstrait du code pour entrer dans le monde réel. Commençons par un endroit où l'on pourrait s'y attendre, le laboratoire de recherche. Sauf que là, les agents IA ne sont plus de simples assistants, ils deviennent de véritables partenaires de découverte scientifique. Google DeepMind est vraiment à la pointe sur ce sujet. Leur agent, AlphaGenome, a pour mission de prédire à quoi servent les parties encore mystérieuses de notre ADN. C'est énorme. Et le programme Genesis va encore plus loin. Il s'agit de fournir un co-scientifique IA au plus grand labo américain pour accélérer les découvertes, que ce soit dans l'énergie ou la santé. Le mot d'ordre, c'est simple, aller plus vite. Mais les agents ne restent pas enfermés dans les labos. Ils font aussi leur entrée dans les studios de création, dans le monde du divertissement. Là aussi, les agents se trouvent un job. Amazon, par exemple, déploie un AI Studio pour aider à la production de films. L'idée n'est pas de remplacer les réalisateurs, mais de leur donner des super assistants. Et de son côté, Google teste un projet nommé Genie, une IA capable de générer des mondes de jeux interactifs, à l'infini. C'est un premier aperçu du divertissement de demain. Bon, cette accélération fulgurante, c'est fascinant. Mais ça ne vient pas sans risque.
Il est absolument crucial de se pencher sur les défis, et même les dangers, qui accompagnent cette nouvelle ère des agents. On l'a tous plus ou moins vécu, ce qu'on appelle la bouillie d'IA ou AI slop. C'est ce déluge de contenu de basse qualité généré en masse qui inonde nos réseaux. Des images virales complètement fausses, des vidéos absurdes, c'est le premier effet secondaire bien visible de cette nouvelle capacité de production. Et puis, il y a le grand dilemme de l'agent personnel. Des outils comme OpenClaw nous promettent de gérer nos mails, nos messages, peut-être même nos finances, de manière autonome. C'est une promesse de gain de temps incroyable. Sauf que le risque est à la hauteur de la promesse. Ça signifie donner à une IA les clés de toute notre vie numérique. Le débat ne fait que commencer. À une échelle plus large, les défis sont immenses. La gouvernance devient un sujet central. Les gouvernements du monde entier tentent de comprendre comment réguler tout ça. L'économie de l'IA, elle, bascule complètement vers le déploiement. Et puis il y a des projets expérimentaux, presque philosophiques, comme Moltbook, une sorte de réseau social pour agents IA qui nous force à nous poser des questions fondamentales sur le contrôle de ces nouvelles civilisations numériques. Donc s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, ce serait celle-ci. Ce n'est plus de la science-fiction, ce n'est plus théorique. L'ère des agents autonomes est là, maintenant. Le passage de l'IA qui pense à l'IA qui agit, c'est en ce moment même que ça se passe. Ce qui nous amène à une question finale, une question vertigineuse. En créant cette armée de travailleurs numériques, on ne fait pas que construire des outils. On pose les fondations d'un monde où l'humanité va devoir cohabiter avec des agents autonomes. La question n'est plus de savoir si ça va arriver. La vraie question, c'est est-ce qu'on est prêt à vivre dans ce monde-là ?